merci. Et puis, les buts communs de ces collectifs badgeons, communiquer, développer une culture permanente, ouverte et partagée sur les badges numériques, construire une méthodologie partagée de conception de badges, former les personnes et organisations du territoire, produire une démarche documentée et transférable. Donc nous avons le plaisir d'accueillir des personnes qui œuvrent sur leur territoire, acteurs du terrain. Ils vont nous faire profiter de leur expérience en répondant à des questions très compliquées qu'on leur a posées. Comment l'expérience acquise localement peut-elle faciliter le déploiement des badges dans d'autres territoires ? Comment profiter de la dynamique des écosystèmes territoriaux pour faciliter le déploiement des badges à l'échelle nationale? Comment les thématiques qui sont traitées sur certains territoires, comme l'IAE, pourraient servir de facilitateurs et d'accélérateurs au niveau national? Et dernière question, avant-dernière, pardon, quels sont les leviers dont disposent les territoires pour impulser et favoriser un déploiement national des badges? Et puis on leur a demandé aussi leur avis sur les propositions qu'il y a dans le livre blanc, et pourquoi pas d'en faire d'autres. Donc nous avons Muriel Moujard, Cécile Trédaniel, Mathieu Muselet et Laurence. Est-ce que Laurence nous entend? Parfaitement, merci. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Merci. Alors je vais commencer par l'échelle du territoire en présentant Cécile Trédaniel, qui est à la fois co-animatrice du collectif Badgeons l'Occitanie, mais également formatrice, spécialiste du numérique éducatif et de l'intelligence collective. Voilà, tombée dans la marmite des badges en 2020 lors d'une mission, et depuis, c'est cuit. Voilà, la marmite, elle a cuit. Donc voilà, je te laisse prendre la première parole, tu as 5 minutes. Je vous remercie. Bon, je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi moi en premier, mais je vais tenter d'apporter quelques éléments. En vous présentant tout simplement notre cas de l'Occitanie. Le collectif Badgeons l'Occitanie est né en 2021-22. Au départ, quelques acteurs se sont regroupés. On était intéressés pour mutualiser nos connaissances et notre savoir-faire, nos pratiques. Et puis en parallèle, la région, du coup Occitanie, a lancé dans un appel d'offres qu'elle destinait à tous les organismes de formation, du coup un cahier des charges où il disait nous on aimerait que vous vous mettez à badger sur les soft skills. Et alors là, branle-bas de combat, bien sûr, tous les organismes de formation ont répondu oui, on va se mettre à badger. Et puis après, elles se sont dit comment on fait? Et donc le collectif a grandi d'un coup comme ça. Parce que tout le monde cherchait à savoir comment on pouvait faire, comment on pouvait avoir des retours d'expérience et partager, avoir ce temps de partage. Donc c'est un peu atypique par rapport à d'autres territoires. Et on a vu qu'avoir effectivement une demande institutionnelle, ça permettait d'impulser quelque chose, ça c'est clair, et c'est ce que aussi on voit dans les préconisations qu'il y a dans le livre blanc, ça passe par ça. Et en effet, ça marche. Mais par contre, ça ne peut pas être complètement suffisant, puisque tous nos organismes de formation, par contre, ont demandé comment se former et qu'ils avaient eux-mêmes besoin d'un accompagnement. Donc, cette action ne suffisait pas. Enfin, il faut les deux en parallèle pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est une première particularité de notre collectif. Une deuxième particularité, peut-être, c'est de se dire l'Occitanie, c'est la deuxième plus grande région de France, en tout cas de métropole, parce que je crois qu'il y a la Guyane, sinon. Et on voit bien que quand on organise des journées de sensibilisation sur notre territoire, on en a fait une à Montpellier, une à Toulouse, on ne touche pas du tout le même public. Et donc, qu'il y a besoin aussi d'agir très localement, que l'échelle de la région, certes, elle est intéressante, mais qu'il y a des fois aussi, il va falloir aller plus en profondeur, en détail. Et je pense que ça, c'est important, cet aller-retour entre des échelles très grandes et très fines en permanence. Et que s'il n'y avait pas eu ces actions locales, ces acteurs-là, on ne les aurait pas touchés. Peut-être une particularité, c'est que quand on a créé le collectif Badgeons l'Occitanie, quelques mois après est né Badgeons l'Ariège. Donc c'est pas parce qu'on a un collectif régional qu'il ne peut pas intégrer aussi des départements. Et je trouve ça intéressant, encore une fois, de jongler sur ces différentes échelles. Peut-être, alors je ne sais pas si c'est une particularité à l'Occitanie, mais en tout cas, nous, dans les membres de notre collectif, on a quelqu'un qui est très actif dans
l'expérience de badge qui est menée par APP, donc Apprenant pour apprendre, merci. Du coup, c'est une démarche qui a eu lieu au niveau national. Et cette fois-ci, nous, on en a bénéficié au niveau régional, puisque quelqu'un est venu nous livrer son expérience. Et donc, encore une illustration des échanges qui peuvent se passer entre les territoires. Et pareil, quand on s'est créé, on a demandé à Badgeon-la-Normandie, à Badgeon-les-Pays de la Loire, de venir nous donner leurs expériences, comment ça se passait. On a pu prendre des choses et puis à chaque fois essayer d'en retourner, accompagner d'autres collectifs par la suite. Donc, moi, mon témoignage, c'est vraiment de se dire ne pas rester en silo dans sa région, mais favoriser les échanges entre les territoires. Voilà en gros pour l'expérience régionale. Après, peut-être sur les besoins. Philippe en a parlé tout à l'heure sur la fragilité de certains collectifs quand ils reposent uniquement sur du bénévolat. Alors certains ont la chance d'avoir une structure qui porte des métiers où c'est possible, mais quand c'est des indépendants, c'est beaucoup plus compliqué. Donc clairement, on a besoin de moyens pour pouvoir se structurer, échanger entre nous. Je ne sais pas encore combien de temps il me reste en fait. On est bien. On est bien. C'est dans la conclusion. C'est le moment de la conclusion. Parfait. Juste pour venir sur les préconisations, moi j'ai retenu une première chose, c'est le fait d'inciter les institutions à faire des badges. En tout cas, quand moi je fais de la sensibilisation aux badges, à chaque fois qu'un organisme de formation me demande une formation sur comment je peux faire des badges pour les autres, je commence toujours par leur dire parfait, mais vous allez d'abord faire des badges pour vous-même. Et donc, il n'y a pas de raison que les institutions et les pouvoirs publics ne testent pas aussi cette expérience, parce que je pense que les badges, ça se vit. Et donc, j'ai envie de souligner cette préconisation. Et une autre que je pourrais essayer d'apporter, c'est, à mon avis, d'inciter tous les collectifs, mais toutes les personnes qui œuvrent aussi dans le domaine des badges, à, quand ils produisent des ressources sur les badges de formation, si ça pouvait être diffusé en licence libre pour que ça puisse bénéficier à tous et à toutes dans les différents territoires, ça faciliterait la circulation de mettre dans le pot commun, un bien commun. Et je pense que si les badges doivent être ouverts, les documents et les retours d'expérience qui les accompagnent doivent l'être aussi. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Cécile. Tu pourras intervenir à nouveau après, quand on fera les échanges entre vous avec les questions du public. Je me permets de présenter Mathieu Muselet. Il m'a envoyé une biographie de 4 pages, donc j'ai demandé à ChatGPT un résumé. Donc Mathieu Muselet, ça fait des décennies qu'il conduit des projets d'ingénierie, d'accompagnement, de médiation numérique, en vue d'incarner concrètement l'idéal d'émancipation individuelle et collective dont l'éducation populaire est la source. Il travaille pour l'éducation populaire. Son parcours est jalonné de création de projets éducatifs et culturels avec des jeunes et des publics fragilisés socialement, d'expériences personnelles en France et à l'étranger. Il expérimente et déploie les Open Badges qui, pour la Ligue de l'enseignement, deviennent progressivement une évidence pour engager une société de la reconnaissance qui sera plus attentive à rendre visibles les valeurs, expériences et savoirs de chacun. Il anime le réseau Badgeon le Centre Val-de-Loire et pilote le hub numérique inclusif de la région Centre-Val-de-Loire pour la Ligue de l'enseignement. Mathieu, c'est à toi. Attention aux mots qui commencent par P, ça fait beaucoup de bruit dans le micro. Patrice, petit queue. Bonjour à tous. Alors, en 5 minutes, je vais essayer de dire l'essentiel. L'ancrage historique, il commence en 2013-2014 en rencontrant Serge, puisque dans le cadre de mes activités de la Ligue de l'enseignement, donc un mouvement d'éducation populaire, cette question de la reconnaissance des pratiques informelles, c'est quelque chose... Je pousse un peu ? Voilà, très bien. Rock and roll. Je vais parler plus fort. Voilà. Je disais donc que la Ligue de l'enseignement et l'éducation populaire, c'est une vieille marotte que de reconnaître l'éducation non formelle. Et le badge pouvait être une belle promesse. On est allé voir ce qui se passait du côté de l'Angleterre dans une structure qui s'appelle WEA, c'est la Ligue d'enseignement version anglaise. Et ça nous a plu. Et dans les pas normands de 2017, nous avons créé le collectif Badgeon Centre Val-de-Loire en 2018. Alors,
Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Cécile un instant, parce que c'est toujours à peu près la même histoire. C'est-à-dire qu'on a une ingénierie régionale et ensuite, il y a des archipels de projets un petit peu partout dans la région, soit par des approches thématiques, les jeunes, l'inclusion, le bénévolat, soit par des approches infraterritoriales, en particulier dans les départements. Et je peux citer quelques exemples qui, à mon avis, répondent aux questions des effets leviers, en fait. Comment on peut tirer expérience de cette affaire-là pour se déployer à l'échelle nationale. On a créé un projet qui s'appelle Badjon le 4.1, Badjon le 41, le Loir-et-Cher, à partir d'un service jeunesse de la ville de Blois. On a fait le forum régional de Blois le 30 novembre dernier. Certains d'entre vous y étaient, ça s'est très bien passé. Et on a travaillé pendant plus de 3 ans à l'élaboration de ce qu'on a appelé une matrice de reconnaissance des pratiques des jeunes. Je répète, une matrice de reconnaissance des pratiques des jeunes, avec un aller-retour permanent entre les jeunes pratiques dans un centre, une MJC, un accueil jeune, etc. Quel type de pratiques sont accompagnées et où est-ce qu'il y a une réflexivité? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une expérience au sens j'ai fait, mais qu'est-ce que je tire de ce que j'ai fait? Voilà, la réflexivité s'engage, et c'est de cet élément réflexif où on peut avoir des badges. On est allé très loin, au départ on est allé jusqu'à 80 badges, formidable, 80 badges ça ne sert à rien, on s'y perd. Finalement on est arrivé à 13 classes de badges, des pratiques culturelles, des pratiques sportives, des pratiques d'engagement, des pratiques numériques, etc. Et là on est en train de, on a présenté ça au forum, de permettre finalement aux jeunes de toute la région, mais peut-être plus largement, d'avoir un accès facilité à ces badges avec le processus habituel de validation, d'amener ce qu'on appelle nous des documentations, pas des preuves, parce qu'on n'est pas soupçonné d'incompétence, Serge, mais au contraire, on nourrit la compétence ou la pratique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est le type de sujet qui est extrêmement facile à déployer à l'échelle nationale, pourvu que des structures jeunesse s'y intéressent, les missions locales, les BIGE, les mouvements d'éducation populaire, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vrai qu'on a bénéficié de fonds de soutien à un moment donné, des fonds FEDER, la région nous a aidés. Mais en fait, pour documenter ces travaux réellement, pour en faire des kits de déploiement, il nous manque les 25% du financement. Et heureusement qu'il y a eu ce collectif national Open Badge qui est venu nous rappeler ce que nous faisions et ressortir parfois de terre des projets qu'on avait oubliés ou mal documentés. Donc il y a quand même un effort sur la documentation, la production de kits déployables qui est apporté. Et je suis bon dans les... Enfin, je suis bon dans les minutes, je veux dire. Ouais. On a... L'état d'esprit de Badjon Centre Val-de-Loire, c'est assez vite que d'autres têtes de réseau, d'autres têtes de chefs de file prennent la compétence et déploient ces projets-là. C'est le cas pour Laurence qui va parler après, puisqu'on a été au début de son aventure dans le cadre de l'insertion par l'activité économique. C'est vrai sur des organismes de formation, le CNAM, le GRETA, c'est vrai sur l'enseignement supérieur, l'Université de Tours et puis maintenant Orléans et les INSA. Et c'est un petit peu moins vrai, et là c'est vrai qu'encore une fois on attend beaucoup de ce collectif et du livret blanc sur embarquer toutes les entreprises. Parce qu'il y a pléthore en fait, d'offres extérieures en direction des entreprises. J'allais dire, on dit toujours les entreprises, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce que une CCI envoie un mail d'invitation à un forum Open Badge que le monde de l'entreprise est là. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe dans des bassins d'emploi, dans une séquence particulière. Donc, il faut forcément qu'on ait plus de métiers autour de l'accompagnement, de l'intégration des Open Badge dans les entreprises, mais au sens large. Hein, je mets l'ESS dedans, associations, coopératives, etc. Donc, il me semble que les productions régionales sont finalisées, mais ce qu'il manque, c'est le passage à l'échelle. Et puis, une dernière remarque. Moi, je suis très accroché, la vice-présidente du CESE l'a dit tout à l'heure, à l'acquisition de droits et de droits nouveaux. Le législateur a commencé ces dernières années à reposer ce qu'on appelle le compte d'engagement citoyen, qui vaut pour les bénévoles, mais qui est très peu connu pour les volontaires en service civique, les sapeurs-pompiers, etc., qui vous permet d'être reconnu dans la direction d'associations de projets de ce type. Et d'accumuler des droits, ils ne sont pas énormes, hein, ils sont plafonnés, je crois, à 760 €, etc., mais que vous pouvez ensuite mobiliser pour de la formation et pour d'autres choses.
là, ça pourrait être très intéressant que le badge, en tant qu'image simple et symbole, soit à la fois l'objet de communication de ce type de droits qui ne sont pas usités, qui ne sont pas vraiment déployés, et à la fois donner des idées aux législateurs d'élargir un petit peu les formes de reconnaissance bénévole. Aujourd'hui, c'est très très serré. Il faut être dirigeant pendant 200 heures par an. Donc dirigeant, c'est trésorier, président et monsieur le secrétaire général. Philippe, tu pourras avoir un peu de CEC, par exemple. Mais dans d'autres actes de bénévolat, le législateur n'est pas allé aussi loin. Donc on pourrait vraiment, grâce à cet outil de communication, élargir et permettre à des gens qui nous posent toujours la question « ça sert à quoi les badges ?» Ça sert à avoir du droit pour continuer ta vie professionnelle, pour continuer à te former. Donc voilà, je trouve que cet objet badge, profitons de sa mobilité pour l'utiliser à bon escient dans le droit commun. Merci Mathieu. On est fort. Alors, à présent, je vais donner la parole à Laurence Edmeds, donc déléguée régionale de la Fédération des entreprises d'insertion Centre-Val de Loire et également coordinatrice du réseau Demain. Elle a notamment conduit de 2019 à 2022 l'expérimentation Badgeons l'IAE, dont elle va certainement nous parler, en Centre-Val de Loire, et elle accompagne désormais hors Centre-Val de Loire les interréseaux et les structures de l'insertion par l'activité économique. Laurence, c'est à vous. Merci. Donc, voilà, je prends le relais de Mathieu. Mathieu connaissait bien les badges numériques. Moi, plutôt, mon cœur de métier, c'était l'insertion par l'activité économique. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec nos salariés en parcours qui sont très, très éloignés de l'emploi, désociabilisés parfois durant 2 ans, 10 ans et plus. Et puis aussi sur les anciens détenus, en fait, de centres de détention. Tous ces publics-là sont soit réfugiés, soit ont des problématiques avec notre langue. Je ne sais pas si on peut appeler ça problématique, mais voilà, ont des grandes difficultés avec notre langue. C'est aussi des personnes en situation d'illettrisme avéré et d'illectronisme. Et puis l'objectif, en fait, mon objectif ambitieux était de me dire, toutes ces personnes-là ont forcément des compétences acquises qu'on va pouvoir combler, en fait, dans un CV, où des fois, il manque 2-3 ans dans un CV, puis le recruteur dit: «Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2-3 ans ?» Rien. Si, on a fait plein de choses et donc c'était, l'objectif de permettre de combler en fait, ce manque sur son CV et puis que les recruteurs aujourd'hui, ils ont du mal à recruter. Comment est-ce qu'ils peuvent recruter par un badge numérique et puis par les compétences et puis aussi, par la reconnaissance en fait, de leur pair via des attestations que l'on enrichit dans les badges numériques. Donc l'expérimentation grâce au PIC en fait, plan d'investissement dans les compétences en Centre Val de Loire. On travaille depuis 2019 en fait, à accompagner les structures de l'insertion par l'activité économique, donc à rendre visibles en fait les compétences informelles des salariés en parcours. Donc ça peut être du savoir-être, donc surtout la ponctualité, respect de la hiérarchie, et cetera. Et puis le savoir-faire et le savoir-faire métier aussi, pour permettre leur employabilité auprès d'une entreprise qui recrute. On a mis des outils en place, donc et pour les recruteurs et pour les salariés en parcours et pour les entreprises, parce qu'effectivement, les entreprises d'insertion, elles ont un savoir, en fait. Effectivement, elles vont former, mais elles vont pas former, en fait, pour garder le salarié. Elles vont former pour, le rendre employable et qu'il aille dans une autre entreprise par rapport à une entreprise ordinaire où là, l'entreprise forme pour garder, en fait, son salarié. Donc nous, c'est un peu l'inverse. Donc on a mis des outils en place. On est plutôt bien rodé puisque maintenant, en fait, le salarié en parcours, qu'il soit en situation d'illettrisme ou illectronisme, il va sur la plateforme, en fait, dédiée Passeport. On lui crée un compte, enfin, il se crée un compte puisqu'il est acteur, il est devant un ordinateur. Donc on le suit pas à pas, il crée son compte, il va récupérer ses compétences, en fait, le badge de compétences, c'est pas nous qui lui donnons, c'est lui qui va aller chercher sa compétence. Il va l'enrichir, d'attestations d'employeurs qui l'ont vu travailler en PMSMP, par exemple, en mise en situation dans une entreprise ou dans une collectivité. Et puis après, on va jusqu'au CV 2.0, donc avec le QR code qu'il va mettre en fait sur son CV classique. Et là, il est heureux puisqu'il a été acteur en fait de son parcours, de ses compétences. Et puis là, il est fier de flasher le QR code et de voir en fait tout ce dont il dispose dans son CV.
Le QR code permet aussi aux personnes en fait très éloignées de l'autre langue ou en situation d'illectronisme, de se dire voilà, vous pouvez flasher et vous allez pouvoir voir en fait ce que vos pairs en tant que recruteurs puissent reconnaître en fait. Donc on a tous nos outils qui sont rodés, qui sont mis à disposition. Maintenant, il faut connaître voilà ces outils et je pense que c'est ça aussi la force en fait très certainement d'un réseau, c'est de se dire ben voilà, en région centre, on sait faire en fait, bon je vais pas me mettre, en haut, mais Anaïs va intervenir, ensuite. On sait faire, on a les outils, on les développe. On a désormais fait une vidéo pour les recruteurs. Ça fonctionne plutôt bien et puis en 2024, au regard des JOP 2024, on va faire le défi en fait, emploi et là, il va y avoir des salariés BRSA en fait, bénéficiaires du RSA, qui vont être badgés et qui vont aller sur des offres d'emploi au regard des recruteurs. Donc voilà, je vais laisser la parole à Anaïs puisque le temps nous est compté. 1 minute pour Oui, donc Anaïs. nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on s'est lancé un peu plus tard, en 2020, dans les badges numériques, en accompagnant 2 promotions de 5 à 6 structures, voilà, chaque année. C'était des gros accompagnements qui duraient en moyenne 9 mois et qui visaient vraiment à rendre les structures d'insertion autonomes, tant dans la création des badges que dans la délivrance des badges de compétences pour les salariés. Et nous, notre chance, c'est que, au sein des réseaux du collectif de réseaux qui se lançait dans cet accompagnement, on n'avait pas vraiment d'expertise sur les badges numériques et c'est de cette manière qu'on a sollicité Laurence qui alliait vraiment la connaissance de l'insertion par l'activité économique et la connaissance autour des badges numériques qui nous a accompagnés, voilà, tout au long du parcours, pour permettre à ces structures d'être à l'aise, avec les badges numériques. Et ce qui était très important dans l'accompagnement, c'était d'aller jusqu'à effectivement accompagner le salarié, vers, la demande de badge, vers l'autonomie, être acteur aussi de son badge numérique et dans chaque structure, il y avait une demi-journée avec 2 ou 3 salariés, vraiment les accompagner au plus près vers l'obtention de leur badge. Merci beaucoup Anaïs pour ce complément. Merci beaucoup Anaïs. On va passer à Muriel maintenant. Muriel est docteur en sociologie du travail. Elle dirige à la fois un CIBC, un centre de bilan de compétences, mais aussi une entreprise d'insertion et un laboratoire d'innovation pédagogique en Normandie. Tout ça à la fois. La complémentarité entre réflexion et action permet à ces équipes d'appréhender les dispositifs de reconnaissance non formelle de façon très opérationnelle. Le labo CIBC accompagne aujourd'hui les organisations dans la mise en place de tels dispositifs dans les secteurs de l'accompagnement et de la formation professionnelle. Muriel, nous te laissons la parole. Merci. C'est toujours un peu gênant, ces moments de bio. Ce que je voulais montrer, c'est que effectivement la complémentarité entre des expérimentations très opérationnelles et la réflexion à laquelle on est amené, parce que forcément sur le terrain on rencontre des difficultés. Voilà, il s'agit de les dépasser et du coup on crée de nouveaux outils. Et c'est bien parce que en Normandie, donc vous l'avez compris, territoire béni de la reconnaissance non formelle et du badge numérique, il y a plein d'acteurs, plein de terrains de jeu, et on essaye d'être sur ces différents terrains de jeu. Alors on a cité tout à l'heure le Conseil en évolution professionnelle, la VAE, les entreprises d'insertion. On essaye aussi de mener des expérimentations au niveau des territoires. Donc c'est-à-dire, si on se situe au niveau du territoire, on essaye de croiser ces différents dispositifs et pas d'être dans un seul dispositif. Auprès de publics très différents, des actifs salariés, des allocataires du RSA, des personnes effectivement sous main de justice. Enfin voilà, on essaye d'un petit peu dans différents contextes pour voir comment ça réagit, justement, quels sont les freins communs, quelles sont les spécificités, de façon à développer les outils qui nous manquent et les méthodologies qui nous manquent. Donc c'est ça, effectivement, qu'il faut que nous parvenions à documenter de façon libre, comme l'a dit Cécile. C'est peut-être là-dessus qu'on manque un petit peu de moyens. Alors, on arrive, bien entendu, à différents niveaux à trouver des financements pour avancer. On n'est pas philanthrope, on arrive à financer nos actions. Par contre, il y a un petit effet de stop and go encore, qui fait qu'effectivement, à la fin d'un pic, boum, on fait un bilan, on accompagne une structure, on essaie de documenter, mais on n'a pas suffisamment de temps finalement pour croiser, et notamment croiser les expérimentations entre les territoires. Donc je pense que pour le moment, on arrive assez bien à documenter au niveau de chacun des badgeons.
Entre badgeons, il y a encore, je pense, du travail parce qu'on est chacun en flux tendu, parce que voilà, on passe... Enfin, moi, perso, je passe presque plus de temps à chercher des financements qu'à être sur le terrain, donc c'est un petit peu pénible. Donc première chose à ce niveau-là, j'avais également envie de parler de la notion d'écosystème, justement, qu'est-ce qui peut faire levier. Nous, on a identifié à travers toutes ces expérimentations 2 leviers essentiels. Le premier levier, c'est qu'effectivement, il faut que la reconnaissance non formelle, elle intègre les dispositifs. C'est-à-dire, c'est pas une cerise sur un gâteau. C'est pas, oh bah tiens, à la fin du dispositif, on pourrait peut-être remettre un badge, ou alors, parce qu'on fait une plateforme pour que les personnes soient identifiées par les entreprises, on va leur mettre un badge. C'est bien quelque chose qui doit intégrer l'ensemble du dispositif et changer la posture des professionnels. On parle beaucoup de badge numérique. De prime abord, c'est d'abord la reconnaissance non formelle. Pour accompagner plein d'expérimentations sur les territoires, ce qui est difficile à changer, c'est la posture des professionnels. C'est-à-dire comment un professionnel ne va plus se considérer... Je sais que ça paraît un peu... Mais vraiment, quand on est sur le terrain, on voit bien les difficultés qu'on rencontre encore, malgré des travaux multiples depuis plusieurs années. Comment on n'est plus expert de quoi que ce soit, mais qu'on rend bien l'expertise à la personne qui est en face de nous. Comment on a une présomption de compétence par rapport à cette personne-là, et comment, de prime abord, on la reconnaît, et après, on parle de compétences. Voilà, super facile à dire, sur le terrain, dans des dispositifs contraints que sont l'accompagnement des demandeurs d'emploi, l'insertion par l'activité économique, où on est tous pris par des indicateurs de sortie en emploi, de choses comme ça. C'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. Vous savez, mettre la personne au centre, voilà, ça, dans tous les projets associatifs, c'est noté. Comment c'est mis en œuvre effectivement sur le terrain, je ne charge pas les professionnels. Voilà, c'est pas si facile dans le cas de dispositifs contraints dans lesquels on est. Je ne parle pas des allocataires du RSA, vous imaginez bien avec les évolutions, c'est franchement pas évident. Donc comment on peut faire par rapport à ça, et je réagis par rapport aux propositions du livre blanc. J'ai bien vu de multiples propositions, j'aurais juste une vigilance justement par rapport à l'articulation de tout ça. Effectivement, il faut faire des choses au niveau des pouvoirs publics, il faut faire des choses au niveau des entreprises, au niveau des acteurs, etc. Comment on fait pour que tout ça s'articule ? Et le badge numérique, ce n'est pas seulement un réceptacle au niveau d'un résultat, c'est aussi un processus. Je vais prendre un exemple particulier qui est les lieux de la reconnaissance, on en a parlé. Les lieux de la reconnaissance, ce n'est pas seulement pour l'accessibilité numérique. Ce qui est important dans la reconnaissance, c'est le processus de réflexivité qui va aboutir effectivement à documenter une pratique ou une expérience. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les lieux de la reconnaissance, on doit à la fois proposer effectivement des choses sur l'accessibilité numérique, proposer des choses sur l'accessibilité tout court. Nous, on travaille beaucoup sur le facile à lire et à comprendre, par exemple. Comment on parle ? Là, on parle. Ce qu'on dit n'est pas forcément facile à lire et à comprendre, ou à entendre et à comprendre. Comment on accompagne ces démarches de réflexivité, voire même comment on propose des situations apprenantes, c'est-à-dire avant d'être reconnu, il faut déjà que je vive des trucs. Donc qu'est-ce qu'on propose aux personnes et des lieux également sur lesquels on va pouvoir articuler la reconnaissance formelle et la reconnaissance non formelle. C'est important. Lorsqu'on va commencer à vouloir passer à l'échelle, il y aura une tentative, elle est déjà présente, de simplifier. La simplification, souvent, prend la forme d'un référentiel. Et bim, ça y est, on est dans la reconnaissance formelle. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste comment on articule les deux démarches et comment on est clair avec nous-mêmes sur, OK, là on fait du formel, là on fait du non-formel, comment ça peut s'articuler. On a d'excellents exemples très opérationnels en interne sur la VAE. Je reviendrai pour en parler à un autre moment. Voilà, merci. Ou après l'heure des questions. Merci beaucoup Muriel. Merci Muriel. Alors effectivement, c'est le temps des questions maintenant. Alors peut-être que nos panélistes ont envie de réagir à ce qu'ils ont dit les uns les autres, non ? Pas pour l'instant. Moi, je voulais rebondir sur la démarche introspective et réflexive que soulignait Muriel, qu'on peut mener dans les badges. Je pense qu'elle est importante dans les badges, mais du coup, elle doit aussi transpirer dans nos collectifs, au niveau national. En fait,
c'est pas que dans les badges, c'est aussi dans ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui qu'on doit la mener, à mon avis. Et il faut toujours la voir en toile de fond pour moi et continuer à se l'imposer à soi-même. Elle peut être désagréable, elle n'est pas toujours... mais elle est riche, au final. Merci. Alors, Mathieu, oui, tu voulais Mathieu. Tout à l'heure, dans la salle, je crois que le mot accompagnement avait été prononcé, puisque donc Fabien Pacreau, qui gère Badgeon les Pays de la Loire, est une référence en la matière et pourrait vous aider sur Saumur. Mais on s'est aperçu ces dernières années que la question de l'accompagnement dans toute sa diversité, c'est-à-dire dans toutes ses acceptions, accompagner, c'est veiller, c'est guider, c'est mentorer, c'est tutorer, enfin ça peut être un peu ça, un peu autre chose, etc., était une fonction qui n'était pas aujourd'hui acquise, je dis ça en écho de ce que dit Muriel, dans les professions éducatives. Alors, on est bien placé avec l'enseignement parce qu'on est censé avoir inventé l'école, mais on allait peut-être un peu trop loin dans le côté formel de la relation à l'autre. Donc, la question un petit peu des badges, on se retrouve, enfin c'est pas moi qui dis ça, c'était Gaston Pinault qui disait il peut y avoir une disparité des places, éducateurs, apprenants, mais dans les badges, il y a forcément une parité de relations. Et ça, cet apprentissage professionnel, il faut qu'on le développe à grande échelle. Parce que sinon, on met un jouet dans la main forcément de professionnels qui vont reproduire ce qu'ils savent faire. Et c'est normal, enfin, il n'y a pas de mal à ça. Donc, accompagner le badge, c'est aussi accompagner des postures professionnelles, les détailler. Et il ne suffit pas de labelliser des organisations, des entreprises. Il faut aussi s'assurer que cette question de l'accompagnement allant vers la réflexivité et la compréhension d'un système global peut s'engager. Donc c'est tout à fait possible, hein. Enfin, je veux dire, il y a des professionnels pour ça, il y a de l'ingénierie de formation, mais c'est un accompagnement nécessaire au monde de la reconnaissance, me semble-t-il. Merci. Merci. Des questions dans la salle ou à distance peut-être pour commencer? Dans la salle, je ne... Alors, on a une question ici. Tu veux Saute. Non, je ne vais pas sauter. Pas aujourd'hui. Déjà, j'ai sauté dans le grand bain du CESE, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Oui, bonjour, Chris de Badgeon, les Hauts-de-France. J'avais une question, parce que justement, là, vous évoquiez les aspects culturels, finalement. Pour moi, badge numérique, c'est déjà culture aussi numérique, de partage, culture, Mathieu, de l'éducation populaire, culture de la reconnaissance ouverte, et culture, finalement, pour développer l'émancipation de l'individu et de tous. Comment, finalement, vous arrivez à incarner, finalement, cette culture? Parce qu'au-delà du badge numérique qui est l'outil, finalement, pour moi, c'est la conjonction de ces différentes cultures. Et comment vous arrivez, justement, à le transpirer? Alors nous, dans les Hauts-de-France, on essaie justement d'incarner ça par l'ouverture du collectif, avec une forme de décentralisation. Mais c'est vrai que comment articuler ça et à l'échelle nationale? Voilà, je vous pose en tout cas cette question. Bon courage. Allô ? Allô. Je pense qu'il faut raconter des histoires. C'est-à-dire que les badges, c'est vraiment les utilisateurs qui en parlent le mieux. On l'avait fait dans le cadre du MOOC Open Badge, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle des personas en situation et qui disent, et ça c'est pas possible quand on obtient le badge, c'est possible 1 an après, 6 mois après, 3 mois après, voilà ce qui s'est passé pour moi dans mon parcours grâce à cet Open Badge notamment. Hein, le badge, c'est pas une sinécure, comme disait tout à l'heure Muriel, c'est le processus qui est intéressant. Mais aujourd'hui même, moi je pense que je peux même plus prendre la parole en région. Vice-président me dit non mais t'as pas un jeune plutôt là qui veut me parler de son badge. Et en fait, les pouvoirs publics ou décideurs sont très attentifs au récit, en fait, aux formes de récit. Donc ça, c'est un élément aussi qu'on a mal documenté, parce que du coup, à part 3 capsules vidéo gratuites sur YouTube, on n'a pas eu des processus complets pour permettre à des gens, voire même de façon régulière. Chaque année, l'événement du récit des utilisateurs était hyper intéressant. Et je finis, quand on avait travaillé avec l'association Cadabra de Saint-Paul-sur-Ternoise, ce qui était très intéressant, donc c'est une association... une coopérative des savoirs avec des personnes en précarité, mais qui ont tout un accompagnement et des gestes de valorisation de leurs activités, puisque c'est vrai, donc ça peut être organiser des brunchs localement, ça peut être du déménagement solidaire,
Et c'était vraiment le récit des personnes qui était extrêmement touchant. Et on avait été surpris de voir comment cette reconnaissance agissait en dignité, en efficacité sociale, c'est-à-dire la reconnaissance dans un bassin, et en interaction, puisque voilà, ils ont pu venir à reconnaître, à EPIC à l'époque. Donc je pense que l'histoire du récit de l'usage doit accompagner notre ingénierie. Merci pour cet apport. Moi, j'ai envie de compléter par un exemple très pratico-pratique. J'ai envie de dire, on boit des coups. Pendant longtemps, je travaillais dans la coopération. On disait le meilleur outil pour apprendre la coopération, c'est aussi à un moment d'avoir, en tout cas, d'offrir un verre, mais c'est d'avoir des moments informels pour que les gens apprennent à coopérer. Parce qu'il n'y a pas d'outils qui coopèrent tout seuls, ce sont des gens qui vont coopérer. Et dans la reconnaissance, c'est pareil. Quand on met plein d'acteurs, des formateurs qui ont l'habitude d'avoir des référentiels, etc., on essaye de passer sur un mode badge et reconnaissance ouverte, pour leur faire quitter leur costume de formateurs, de sachants qui vont transmettre. Et il y a des fois où il faut passer aussi par des temps informels et pas faire que des rencontres en visio, derrière son ordinateur pour créer le réseau, mais il faut passer par un temps convivial pour pouvoir créer cette culture commune. Et si je peux compléter, c'est sympa de boire des coups, mais je pense que, je crois beaucoup aux émanations de terrain, en fait. Nous, quand on accompagne, effectivement, ce qui est le plus convaincant, c'est ce que disait Mathieu, c'est le témoignage, mais c'est aussi l'action des personnes qu'on accompagne, qui, eux, comprennent, mais super vite, où on veut en venir, qui voient tout à fait l'intérêt. Et s'il n'y a pas cette barrière à un moment donné du dispositif qui leur retombe sur la tête, parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça, les silos, etc. Enfin, même si on y travaille beaucoup sur les territoires, ça reste quand même vrai. Voilà, s'il n'y a pas ça, il se passe des choses assez rapidement. On parlait effectivement de ce qui se passe dans les entreprises. Voilà, aujourd'hui, nous, quand on fait, au sein de l'entreprise d'insertion, quand on fait les entretiens, les salariés en insertion, le premier truc qui nous sortent, c'est les badges, quoi. Enfin, voilà, c'est, vous voulez que je vous raconte comment je tiens mon poste, voilà, j'ai tel badge, je l'ai demandé de telle façon, etc. Eux, ils l'intègrent. Pourquoi ? Parce que personnellement, on a tous envie de reconnaissance. Enfin, je veux dire, c'est humain. Donc, voilà, si on donne un peu plus de liberté, si on ouvre les choses, moi, je suis persuadée que ça peut vraiment venir du terrain avec... on essaye aussi de travailler, alors c'est encore un peu nouveau, mais sur comment ça peut devenir viral, tout ça. Voilà, et finalement, sur quel interstice il faut qu'on s'intègre pour que ça vienne tout naturellement. Donc voilà, on travaille par exemple sur le jeu vidéo et comment on démontre et comment on crée une communauté autour du fait que oui, on apprend des choses quand on joue aux jeux vidéo. Et là, on voit tout de suite l'intérêt, l'enjeu pour les personnes de dire ah bah là j'ai un message à faire passer, quoi. On n'arrête pas de me critiquer comme quoi je joue aux jeux vidéo, j'ai envie de démontrer un truc. On me propose un outil pour le faire, voilà. Donc c'est d'essayer de trouver ces interstices-là, c'est-à-dire plutôt que d'enfermer les gens dans des dispositifs, aller les chercher là où ils sont et sur ce qu'ils ont envie de dire et de faire passer comme message. Merci. Avant de passer la parole à la salle, je voulais savoir si Anaïs et Laurence avaient quelque chose à ajouter. Oui, effectivement, nous, ce qui est important aussi quand on accompagne donc les structures, les permanents et puis les salariés en parcours, c'est aussi d'avoir le retour des salariés en parcours, en fait, des personnes concernées. Comment est-ce qu'ils s'approprient aussi le badge? Parce que c'est bien, est-ce que c'est utile de, voilà, qu'ils acquérissent des badges et puis après, ils savent plus s'en servir, hein. Donc voilà, il ne faut pas non plus leur mettre des freins supplémentaires. Néanmoins, quand on les badge, ils nous disent souvent, voilà, ça valorise en fait ce que je sais faire, parce que j'ai pas de diplôme, hein, j'ai jamais été à l'école, je sais pas écrire ni lire, mais néanmoins là, il y a une nouvelle estime de soi en fait, qui réapparaît et ça leur redonne en fait envie de faire quelque chose et d'aller vers l'avant en fait. C'est ce que on s'est aperçu en fait dans la reconnaissance en fait des badges. Super, merci. Donc parole à la salle. Oui, merci beaucoup. Non, je voulais juste rebondir par rapport à la fois aux recommandations du livre blanc et à ce qui est dit lors des tables rondes. En fait, lorsqu'on parle de posture, lorsqu'on parle d'accompagnement et de réflexivité, ça ne s'applique pas seulement au badgé, mais à tout l'écosystème. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément, tant qu'on ne sortira pas de ça et qu'on ne considérera pas que l'intégralité de l'écosystème a besoin d'être accompagnée, professionnalisée, on passera à côté.
parce qu'on va créer de la demande, on va créer des attentes. Le bouche à oreille fonctionne très bien lorsqu'on a un dispositif comme ça que les personnes s'approprient. On l'a vécu sur des périodes précédentes, sur des dispositifs plus classiques comme Cléa. Et là, on le vit également parce que ça se popularise très vite. Ça parle aux gens, ça peut être ludique. On intègre tous les moyens d'apprentissage. Donc voilà, donc ça, c'est un enjeu important. Et le fait aussi de faire vivre l'expérience des badges à ceux qui vont les proposer, c'est essentiel. Et nous, dans les APP, c'est le choix qu'on a fait. C'est-à-dire que les formateurs eux-mêmes, pour pouvoir proposer les badges, se mettent en posture d'en acquérir. Et tout l'enjeu là, c'est de se dire finalement la posture qu'on attend, c'est certes la posture des personnes qui vont avoir les badges, mais aussi de ceux qui les accompagnent. Et ça s'apprend, ça s'accompagne, ça se professionnalise. Et là aussi, il y a un enjeu de reconnaissance. Pour tirer le fil jusqu'au bout, c'est qu'au-delà de ces deux effets miroirs, il y a effectivement l'intégralité des partenaires. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi qu'on ose proposer des badges lorsqu'on fait des ateliers, etc., pour donner le goût aussi, l'appétence des décideurs, pour qu'ils le vivent également. Et ça, c'est vrai que c'est l'immersion, c'est très très important, le témoignage des apprenants également. Je vous vois opiner de la tête. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose verbalement? Parce que là, il y a un non-verbal très très fort. Non, non, non-verbal, si. Allez, Muriel. On voit bien qu'on se retrouve dans des réseaux sur les valeurs, en fait, de ce qu'on essaye de faire, que ce soit à la Ligue, au CIBC, aux APP. Enfin, voilà, on est dans ce processus d'émancipation et de reconnaissance des personnes telles qu'elles sont et pas telles forcément qu'on voudrait qu'elles soient. Voilà, c'est pour ça qu'on opine quand on se retrouve et on voit bien que c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse de façon à ce qu'effectivement ça puisse intégrer nos accompagnements sans mettre en difficulté les personnes parce que ce sera vraiment ce qu'on attend d'elles et pas autre chose. Donc on opine. Je voulais rebondir parce que j'avais oublié ça, mais quand on avait accompagné l'université de Tours sur la reconnaissance de l'engagement étudiant, on avait fait des formations de ce qu'on appelait des médiateurs de badge. En fait, ce n'était pas du sous-vermerche, c'est-à-dire ce n'était pas de la sous-formation, entretien d'explicitation, mais on apprenait à l'empire du formel, qu'est l'université, parce que les enseignants sont quand même des gens qui n'ont jamais quitté l'école, donc c'est compliqué quand même de leur dire « tiens, il faut changer de posture professionnelle ». Mais quelques techniques et quelques mots-clés pour recueillir une parole, voilà, ne pas être dans des phénomènes de projection, de transfert, etc. Enfin, on ne va pas jusqu'à des aspects psychanalytiques, mais enfin, il y a de cet ordre-là. Et en développant aussi des formats pédagogiques, alors je fais toujours rire avec ça, mais on appelle ça, moi j'avais appris ça en Suède, le walk and talk, c'est-à-dire on marche et on parle, et on avait fait des entretiens d'explicitation en marchant. Et on l'avait même fait, une fois, ça s'appelait Walk and Talk and PMU, parce qu'au milieu de la séquence, on buvait un café au PMU à 20 minutes. Voilà, il faut boire des coups, comme se disait Cécile. Et en fait, tu as raison, ça a complètement permis de faire culture commune et que chacun n'ait pas de pression, en fait. Et on s'est échappé de sa structure, on a fait un protocole assez sérieux, là du coup il est documenté, je vous le tiens à disposition, et sur des formats très courts, 2 jours de formation, c'est quand même pas grand-chose pour apprendre à avoir des déclics dans le sens de l'accompagnement. Et voilà, donc je voulais simplement témoigner ça parce que je l'avais oublié, c'était 2019. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? 4 minutes, 4 ou 5 minutes. Pas de questions dans la salle. Ou bien en distance. Il y avait une question en ligne. Je vois qu'il y a il y a 14 questions-réponses en ligne, je ne les vois pas. Mais... Non, mais il y a une question en ligne qui est en lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut convaincre si on parle des entreprises? Est-ce que c'est peut-être pas les chefs d'entreprise qu'il faut convaincre, mais les salariés? Donc est-ce qu'il faut s'adresser peut-être aux organisations patronales? Est-ce que vous avez une... On n'arrête pas de me vanter les mérites de l'Association nationale des RH, ANRH je crois, qui ont des représentations départementales. Non pas les mérites de l'association, mais comme un moyen d'aller voir là où innove, en fait, on innove un peu en termes de méthode. Donc il me semble qu'il faut passer par des organisations représentatives professionnelles. Parce que nous, on les a un petit peu épuisés, les quelques DRH qui ont fait des badges dans des bassins de vie. Bon, nous, on ne paye pas, donc ils viennent gratos. Et à un moment donné, on voit bien qu'ils sont assez isolés même dans le fait de prendre ce genre d'initiative et que ça ne ruisselle pas à côté. Donc
nous, il nous semble que l'échelle nationale est plutôt pertinente pour ça, justement, grâce à toutes les organisations professionnelles, qu'elles soient employeurs et employés, puisque le badge a aussi il y a une méfiance sur le badge. On a déjà entendu dire, des organisations syndicales se sont battues pendant plus d'1 siècle pour payer de la formation. Si jamais on obtient des badges sans aller en formation, on détruit voilà, donc il y a des choses à déconstruire. Et l'entreprise, c'est aussi tout ça. C'est pas que les employeurs, c'est aussi ceux qui vont pouvoir accompagner des formes d'émancipation dans la tradition, en fait, de la République et de la manière dont les travailleurs ont pu se former. Oui, j'ajouterais qu'il y a un gros travail à faire effectivement auprès des organisations syndicales. On en discute beaucoup avec eux puisque CIBC, on est interinstitutionnel, donc ils font partie de nos conseils d'administration. Il y a une vraie résistance et j'essaie de les convaincre parce que je trouve ça dommage. La réflexivité, c'est aussi permettre aux salariés de parler de leur travail, de mettre des mots sur le travail tel qu'il se fait. Alors je ne vais pas vous faire travail prescrit, travail réel, mais quand même, c'est super important. Alors, bien entendu, le commun, c'est important. C'est-à-dire c'est important qu'on puisse s'aligner sur des qualifications et on sait de quoi on parle. Et en même temps, la spécificité de chaque personne et là, de chaque travailleur, c'est aussi essentiel à la fois pour les entreprises, parce qu'on essaie de reconnaître les compétences rares, les compétences émergentes pour faire marcher nos dispositifs, mais aussi pour les travailleurs eux-mêmes. Voilà, je le dis parce que pour le moment, j'ai un peu de mal à les convaincre. On a des échanges assez fréquents et je crois qu'ils sont encore en train de résister à la notion de compétence. Alors, voilà, ils ne se sont pas encore remis du passage de la qualification à la compétence. Il y a encore énormément de travail, mais là, il y a un nœud, je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser collectivement. Merci. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions... Ah, une dernière question. Bonjour, Natacha Ducatez, présidente de l'organisme de formation Syneliance et administratrice au sein de l'association ADEFCOMP. On voit que le risque, c'est quelque part d'aller vers trop de formalisme et finalement que les badges puissent devenir, je dirais, des diplômes, des ersatz de diplômes. Et en même temps, comment faire en sorte que la valorisation de la pratique, que la pratique ait une véritable valeur. Comment vous voyez la stratégie à mettre en place? Je vais essayer de ne pas me mettre en colère parce que j'ai toujours un peu la même ligne. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de badge dans le monde formel. Je pense que mais voilà, mais en même temps, il y a des universités qui me disent, bah oui, mais pour convaincre des profs, il faut commencer par ça. Bon, j'entends. Je crois qu'il y a deux pistes. D'abord, il faut reprendre le vocabulaire des praticiens et des chercheurs. Les savoirs d'action, c'est quelque chose qui ne s'oppose pas à la compétence, qui ne s'oppose pas à la question de l'informel, bon, qui est toujours difficile à saisir, c'est le récit de quelqu'un, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Donc, badger des savoirs d'action et les repérer à l'extérieur de la certification, il y a un univers incroyable, je veux dire, on peut y passer notre vie. Donc le vocabulaire et la sémantique des savoirs d'action s'enrichit au fur et à mesure qu'on a des expériences un petit peu partout. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est les organismes de formation ont une injonction paradoxale, je trouve. C'est-à-dire que de plus en plus, dans les plans régionaux de formation, on leur demande d'être bons avant l'entrée en formation, et de préparer l'après, et d'avoir un gros suivi. Et en fait, c'est donc aux frontières de ces organismes-là, c'est-à-dire comment mieux accueillir des gens qui ne vont pas en formation, où on peut reconnaître par l'intermédiaire de badges. Ça s'est fait dans les universités anglaises, je crois, à une certaine époque. C'est-à-dire il y a des phases de positionnement où on reconnaît des compétences qui vont pouvoir, lors d'une ce qu'on appelle une infocall ou une sélection, être mobilisées. Donc il y a quelque chose à travailler avant. Et puis, il y a le lien formation-emploi ou formation, deuxième formation. Et c'est à cet endroit-là qu'en fait, on a beaucoup travaillé avec Laurence sur des badges où les utilisateurs, les usagers peuvent sortir d'un processus, donc là en l'occurrence des entreprises d'insertion, et montrer rapidement, avec leur propre vocabulaire, que ça soit une aide au passage. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette question moi je trouve que les organismes de formation, on leur demande de plus en plus de faire
de régler tout en fait, quoi. C'est-à-dire d'accueillir tout le monde, de bien certifier et de s'assurer qu'à la fin de la formation, tout le monde a trouvé du boulot. Mais avec quels outils, quoi? Un CV? Avec un truc sur LinkedIn? Mais ça suffit pas. Enfin, c'est ridicule. Donc je pense qu'il faut équiper, il me semble, à chaque fois qu'on l'a fait, ça a payé, équiper les organismes de formation, pardon, à préparer les sorties de leurs formés, de leurs apprenants, avec le maximum d'hypothèses d'usage du badge et de situation. Et là, on est utile. On n'est pas à l'intérieur de la certification, on est à la sortie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je pourrais l'être une autre fois. Merci Mathieu. Et juste pour clore cette table ronde, je voulais laisser la parole à Claire Imbert-Suvrin, notre présidente d'honneur de l'association Reconnaître, pour une petite réflexion finale sur cette table ronde. Merci Claire. En fait, j'espère que Serge et Philippe ne vont pas m'en vouloir, avec un petit pavé dans la main. En fait, les badges numériques, c'est secondaire quand même. Je vous ai souvent tous les deux entendu dire, et je crois que ce que vous apportez de considérable au niveau de la société, c'est l'importance de la reconnaissance. L'importance de la reconnaissance pour apprendre, quand on apprend, pour se relier, pour créer. Et il y a toujours le risque que les outils qu'on met en place cachent la réalité de ce qu'on recherche et de ce que l'on construit. Et moi, il me semble que le premier point, c'est que vous accordez, vous dites l'importance dans notre société de reconnaître, d'être reconnu, de savoir recevoir la reconnaissance et de savoir la donner. La reconnaissance à la fois comme reconnaissance de ma singularité, mais en même temps de ce que je suis, tout comme les autres, en égal des autres. La reconnaissance de ce que je suis capable d'admirer et d'être admiré, la reconnaissance de ce que je suis porteur de tout un tas. Je ne ferai pas forcément la partition très serrée comme elle a été faite entre formel et informel, parce que je pense que le formel ne marche que parce qu'il est truffé d'informel, et que l'informel ne fonctionne que parce qu'il y a des moments de formel dedans et de reconnaissance. Donc c'est cette importance-là et mon inquiétude, comme on l'a vu pour d'autres choses qui sont des outils au service d'eux, c'est que l'outil passe devant et qu'on développe l'outil en ayant... La deuxième chose que j'ai aimée, moi, dans ce projet, c'est quand Serge... C'est surtout Serge que j'ai entendu là-dessus, dit mais cette reconnaissance, elle est inscrite dans une communauté d'intérêts, dans une communauté de pratiques, dans une communauté d'entreprise, dans une communauté relationnelle, dans une communauté de quartier. Et c'est vrai que si on n'est pas du tout citoyen dans les lieux où on vit, on ne va pas le devenir plus largement. Et donc... Ça vous l'avez bien fait ressortir, là, les intervenants. J'avais envie d'appuyer là-dessus. La troisième chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est quelque chose qui m'est important, moi, depuis au moins une cinquantaine d'années. C'est la notion, vous l'avez dit, madame, de réciprocité. C'est-à-dire, il y a une telle fierté, il y a un tel bonheur à pouvoir reconnaître autrui, donner de la reconnaissance, mais que tout le monde devrait avoir droit à ce bonheur, à ce plaisir, à cette force que cela donne. Et j'avais entendu chez un Cyril, un directeur, un principal de collège dans votre réseau, qui racontait comment un élève avait donné un badge de reconnaissance à son prof, parce que pour une fois, il avait bien compris la division à deux chiffres. Et que voilà, je te donne un badge de reconnaissance parce que toi, tu étais le premier à me l'avoir fait comprendre. Et il me semble que cette réciprocité, pour moi, elle est essentielle parce que dans les réseaux d'échange de savoir, elle est essentielle. Et la quatrième question que je me pose, c'est, et là, je n'ai pas entendu bien si vous avez répondu, parce qu'on n'entend pas toujours très bien, c'est comment on fait pour que ces reconnaissances vécues, qui donnent de la force, qui donnent de la fierté, qui donnent surtout du réseau relationnel. On a toujours intérêt à aider les gens à se construire des réseaux relationnels les plus diversifiés possibles. Et c'est ça que la reconnaissance permet. Mais est-ce que après, si on prend l'image de la VAE, c'est super. C'est super. Sauf que quand vous cherchez un emploi, celui qui a le master qu'il a eu par la filière formelle, il passe avant celui qu'il a eu par la filière VAE.
Donc, culturellement, il y a encore à travailler à ça. Comment notre société, elle va accepter comme étant, alors en effet pas un truc au rabais, en effet pas un truc de complaisance, en effet pas un truc pour les pauvres qui n'ont pas autre chose, ça comme une vraie reconnaissance sociale, professionnelle, sociale, citoyenne, pas seulement professionnelle, citoyenne. Et là, je pense qu'on n'est pas arrivé, mais qu'on a du boulot. Merci beaucoup, Claire. Non, je suis désolé, Monsieur Ravet, Monsieur le Président. Je suis désolé parce que je sais que c'est très intéressant, mais nous devons tenir le timing. Je vous propose de... Alors, on va remercier nos panélistes, Muriel Moujard, Cécile Trédaniel, Mathieu Muselet et à distance, Laurence Edmeds et Anaïs Camus.